Baby, tell me what's your end goal. I've been trying to find it. I'm a shooting star, I'm dying now, but you don't mind it lately. I feel like I'm Rango. Yeah. Encore une fois, de la bière sur le bras. J'espère bien. J'espère Que c'est le gros événement. Mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on amène du monde. Là. Fait que, oui. J'ai quand même amené une réservation de 15 personnes. Ouais, 16, ouais. Puis Chris, tu peux vraiment gagner un chandail signé de Slav. Là. Ça peut être cool. Même si c'est ta réserve, c'est pas toi techniquement. Fait que c'est correct. Ouais. Puis je suis en train de me dire qu'on se colle des shots si le Canadien il score des buts. Ok. Je suis en train de me dire ça. Fair enough. Il y a un nouveau concept aussi à la chambre, je sais pas oui, à la chambre de Terrebonne, avant, il faisait. Okay. Il donnait genre un sous-verre ou quelque chose de même avec un numéro, puis si t'avais un shot ou t'avais un drink, bref, fait que je sais qu'ils font ça aussi, là. Ouais, c'est bien cool, fait qu'on a bien hâte. Si vous écoutez le podcast en ce moment, c'est que vous êtes un Patreon. C'est oui. Parce que ça... Ben en fait, non, si ça se peut que ce soit une semaine plus tard. Là. Ouais, mais si on parle du live pis il est pas passé, et vous nous écoutez, il est pas encore passé, vous êtes un Patreon, si le live est passé, ben vous êtes un colon. Hey, vraiment content d'être de retour. J'ai l'impression que ça fait un siècle et quart que j'ai pas fait de podcast. Ça me démangeait de partout. Puis je me sens vraiment comme un auditeur. Dans le sens où je suis vraiment content d'être là pour animer, là. Fait que, non, vraiment content pour vrai là, d'être de retour. Mais les deux gars ils ont fait un super travail la semaine passée. Je l'ai écouté dans mon voyage. Puis c'est la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue hey, by the way, tu remarqueras que j'ai dit les auditeurs et pas les suggestions qu'on a eues en commentaire la semaine passée parce que ça fait dur, là. Veux-tu les nommer? Ben, je veux pas les nommer, non. Juste, pas besoin. Je veux juste dire que la meilleure en ce moment, c'est les clodos. Pis ça, c'est le meilleur. Fait que je sais que la majorité sont trop pauvres pour s'inscrire à notre Patreon, mais comme... Je sais pas, là, vous êtes pas des sans-abri, c'est juste que vous habitez chez vos mères monoparentales. Non, il y en a un qui a pris la tête. Les Martin Lemay. Les Martin Lemay? Ok, j'haïs pas ça. C'est sûr qu'il y a peut-être un droit de... il y a peut-être des droits à payer à Martin, là, mais... Les Rats, c'est le nouveau d'aujourd'hui, ça. Ok. Les Rats, j'haïs pas ça. Oui, puis justifie, là. J'haïs pas ça. Ok. Lis-le donc, lis-le dans le mic. Ok, c'est pas pire. Les Rats, prononciation anglaise. Le podcast s'appelle Cheap Shot, qui fait des cheap shots, point d'interrogation. Les Rats. En plus, la plupart des auditeurs vous écoutent dans le noir dans leur sous-sol YouTube, comme un rat. C'est quand même... J'haïs pas ça. Vois-tu, il fallait en parler pour que... C'est quand même un peu plus sa cible que les Shrek. Les Shrek avec une faute. Merci. J'ai pas compris l'allusion aux enfants. Nous, on regarde des enfants, pis les enfants regardent Shrek. J'ai pas compris. Si tu veux te défendre dans les commentaires cette semaine, t'es libre de le faire, parce que sinon tu roast. Mais non, sinon c'est ça. Écoute, je veux juste dire, puis après ça, on va parler de hockey, mais que dans les 2 semaines où j'ai pas fait de podcast, c'est quand même passé beaucoup d'affaires dans les backgrounds, comme dans les coulisses du podcast. Premièrement, on a appris que Tony Marinaro nous écoute sur son tapis roulant. Oui. Fait que Tony, si tu nous écoutes en ce moment à suer du front, du cul pis de partout, on est content. Il me dit merci. Et écoute, il aime ça les mentions. Il m'envoie le screenshot du podcast puis il dit hey, merci pour la mention tout ça. Fait que il sait qu'on parle de lui. Fait qu'on va te mentionner à toutes les semaines. Écoute, en autant que tu nous écoutes. Puis ça sonne un peu comme une joke, là, mais c'est la vérité. Là. J'ai un screenshot à la pluie, là, puis je l'enverrai pas par respect pour Tony, mais on voyait l'écran et non pas Tony, fait que c'est quand même pas si pire. Pour les membres VIP Patreon, vous allez peut-être... mais ça confirme 2 choses qu'on se trompait peut-être. C'est des fois, on pense qu'on parle dans le vide, puis
quand quelqu'un de l'Impact à Tony check ce qu'on fait, je trouve que ça veut en dire beaucoup. Puis aussi qu'on se trompait que Tony, c'est pas un grand sportif. À 11h30 le soir sur le tapis roulant, je suis très fier de lui. Oui, on sait pas qu'est-ce qu'il mangeait pendant qu'il était sur le tapis roulant, mais on sait qu'il était sur le tapis roulant. Basdek aussi, il dit qu'il fait de l'exercice. Oui. Là, c'est juste... Je sais pas s'il fait la même technique que Dave, qui est d'accrocher un Oreo, tu sais, juste en avant du tapis, là. Puis là, tu marches en direction du Oreo. Le sac d'Oreo complet. By the way, si vous nous écoutez sur Patreon, vous irez écouter le doublage que j'ai fait du premier épisode de ces deux caves-là qui a manqué de son. Oui. C'est très drôle. J'étais le cul dans le sable, j'ai fait comme écœurant. 2 caves, et je vais les doubler. Je vais les doubler parce qu'ils ont pas de son pour leur podcast de 1 heure, mais j'ai fait 2 minutes avec ça, même pas, puis c'était bien drôle. Si vous êtes pas abonné sur le Patreon, allez juste pogner le tiers audio. Il y a plein de contenu. By the way, contenu audio, le tiers audio, il y a presque autant de contenu que le vidéo. Pour vrai, j'upload pour tous nos auditeurs. Dans le fond, là, si vous voulez nous encourager à 3,50 par mois, inscrivez-vous sur le tier audio. Si vous avez un petit peu plus de loose puis vous voulez être à 5$ puis avoir le tier vidéo, vous le ferez. Puis si vous voulez être un top fan, comme les gars que je vais mentionner présentement, mais là, on a Emric, on a... Par cœur? Ouais. On a Emric, on a William, on a Gabriel, puis on en a... on a Jérémy aussi. On a Jérémy, c'est ça, exactement. Fait que c'est nos 4 top fans. T'as-tu nommé Gab? Ouais. Puis McFly. McFly, non, c'est un audio plus vidéo, lui. C'est juste, c'est juste que VIP. probablement qu'il paye en US. Je sais pas pourquoi les gars hostie, se font pogner par Patreon. 7,50 que ça te coûte, ça devrait coûter 5,50. Faites le ménage dans vos cookies. Si vous allez sur des sites qui n'ont pas rapport, vous changez votre VPN pour aller consommer du contenu, je sais pas, restreint, mais vous devriez pas payer en US. Là. C'est 3,50, 5,50, 9,50. Puis on est juste content de vous avoir, peu importe. On a une petite gang qui croit. Hey, dernière mention sur le background, ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'était quand même touché. Mais en plus d'avoir des discussions avec Tony Marinaro, j'ai eu des discussions avec Louis Morissette. Et vous savez, Louis Morissette, il a lancé comme sa plateforme. Il est allé chercher du gros stock, Mathias, le Snake, il y a une couple de... Il y a José Théodore, bref, une petite gang. Mais la raison pourquoi j'en ai pas parlé, puis pourquoi les discussions n'ont pas abouti, c'est qu'il m'a demandé de me débarrasser de Dave. La raison, c'est qu'il côtoie assez d'autistes avec sa fondation, comment ça s'appelle? Différent comme toi. Aïe, Il m'a dit, tu sais, comme, c'est assez. Puis si vous avez ri à ce joke-là, le lien, il est là, puis allez faire un don, si vous êtes vraiment tout croche. Puis il m'a aussi demandé de me départir de Simon. Parce que son beau-père, c'est déjà le pédophile de la famille. Puis si vous me croyez pas, ben vous irez googler Guy Cloutier sur Google. Vous verrez que je dis pas de la diffamation, c'est une vérité. Fait que il voulait pas de Simon non plus. Fait que j'ai dit non. J'ai dit je veux rester avec mon duo qui a vraiment plein de belles qualités, plus que de défauts. Puis je suis vraiment content d'être là parmi vous cette semaine. Hey. T'es un sans dessin, toi. Merci. Oh, Ça fait plaisir. Cool. Hey, on parle-tu de hockey? Ben oui. Je pensais que c'était pour ça qu'on était là. Ben oui, écoute, j'avais une petite intro, là. J'ai pas parlé depuis 2 semaines. Fallait que je me laisse aller. Ouais. Dave! Fait que 2 semaines pour mijoter ça, là. Tabarnak. Ben, dans 2 semaines, d'ici les 2 prochaines semaines, c'est les mises en demeure qui vont rentrer. Fait que... Mais non, mais j'ai aucune diffamation. C'est la vérité, c'est documenté. C'est factuel. Puis c'est ça, Okay. le beau-père. Oui. David! Bien sûr. Bonjour. La pré-saison est terminée. Demain, le premier match du Canadien. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, on va un peu parler du dernier match préparatoire, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé.
Ensuite de ça, il y a les dernières coupures, ce qui s'est passé un peu en background de tout ça, les alignements, les trios qu'on va avoir. Ensuite de ça, il y a des nouvelles qui sont sorties cette semaine ou en fin de semaine sur Lane Hudson et son contrat. Là, il y a des tractations là-dessus. Mm-hmm. Le contrat de McDavid qui a été signé 2 ans. Donc ça, je pense qu'on va avoir une popée de discussion là-dessus, là, ce que ça amène. Les débuts NCAA. Oui. De nos prospects, de certains joueurs. Et puis, c'est pas mal ça. Nice. C'est un pas pire line-up pour cette semaine là, avec le début de la saison demain. Mercredi, le 8 octobre. Moi, je peux commencer par dire que j'ai pas écouté beaucoup de hockey les 2 dernières semaines avec 7 heures de décalage. Mais la dernière game, je me suis dit, je vais rester réveillé. J'avais un vol tôt dans le matin, fait que je me suis dit, 2 heures du matin, c'est pas... Fait que je faisais un peu d'insomnie en plus, ça a comme bien tombé, mais j'ai pas eu le spectacle attendu là, dans le dernier match contre les Sénateurs d'Ottawa. Malgré un alignement quand même de qualité, là, ça a été long là, avant de voir un jeu qui aboutissait à quelque chose. Les Sens avaient beaucoup la possession de rondelles. Ouais. Puis, écoute, autant que je veux chier sur mon tambour, il se faisait bombarder. Puis, maintenant, ça va rentrer. Là. Ouais, absolument. Moi aussi, j'aurais aimé ça chier sur mon tambour. Je vais garder ça pour la prochaine game, ça a l'air. C'était assez beige comme performance du Canadien. Je sais pas si on ménageait un peu peut-être nos énergies. Il y avait eu beaucoup de débordements à la game précédente. Ouais. On n'avait pas le même line-up du côté d'Ottawa, là, on s'entend. Mais c'était peut-être juste, regarde les gars, on joue. T'avais encore Hutchin, puis là, t'avais le nouveau venu McEwen, fait que... Pas McEwen. McDermott qui a été changé contre McEwen, McEwen. ouais, effectivement. C'est tellement des focales que c'est leur nom, je m'en fous un peu, mais il y a eu beaucoup plus de discipline dans ce match-là que le match précédent, on va se le dire. Là. Mais oui, c'est ça, c'était très beige là, comme performance. Je pense que les gars, justement, ils jouaient... il fallait que ça se passe. Puis je pense qu'on arrive aussi à un stade où quand la cédule va passer de 82 à 84 puis que les matchs pré-saison vont passer de 7 à 4 là. 6 à 4. Mais non, mais on en a eu 7 pendant plusieurs années. Cette année, c'était 6. Cette année, c'était 6, mais ça a été 7 pendant longtemps. Puis le marché comme Canadien, parce que les Canadiens, ils vendent leurs billets quand même encore à un prix raisonnable. Là, c'est sûr qu'à Columbus... 7, ça sert à rien. Mais ici, il y a du monde qui va y aller au match. Il y a du monde qui va aller voir le Canadien à Québec ou à Ottawa, peu importe. Ils vont y aller. Mais, un peu le principe, tu sais, dans la NFL, là, ils font une pré-saison. Là, c'est rendu 2 matchs, je pense, les pré-saisons. Puis il n'y a personne qui joue vraiment. Il y a personne qui joue vraiment. Il y a une couple de joueurs qui font une coupe de reps pour se dégourdir les jambes, pis c'est tout. C'est que c'est inévitable premièrement qu'il y ait des accidents durant la pré-saison, puis ça rend personne heureux. Ça fait pas plaisir, puis comme je dis, c'est inévitable. Fait qu'à chaque année, il y en a, puis à chaque année, ça fait chier quelqu'un à tour de rôle. Fait qu'à un moment donné, mec, t'as passé au travail toutes les équipes, que c'est arrivé au moins une fois, ils vont tous voter pour que ça se passe plus, là, ça se passe moins. Là. À 4, je trouve ça raisonnable. Déjà, je trouve que le rythme cette année au niveau de faire jouer des gars qui ont vraiment une chance de craquer le line-up était un peu mieux, là, parce que des dernières années, là, quand il y en avait 7, les 2-3 premières games, là, c'était tout le temps genre, t'avais encore le club C avec le... Tu sais, c'est comme... Miamscom, il n'y a pas rapport à jouer une game, là, puis on tombe dessus pas mal, là, la faute de tes parents. Là. Il est envoyé à Trois-Rivières, justement. Lui. Mais non, mais c'est ça. Ouais, il y a eu une coupure en fin de semaine au Rocket, là, puis il fait partie de ceux qui est envoyé à Trois-Rivières. Le Rocket est ben trop fort pour avoir Miamscom avec eux, là, sorry. Il faisait bien, là, je pense. Mais... Correct, mais ça reste... on a un gros club, là. On a un gros club à Laval. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que j'ai perdu mon idée, encore. Mais on parlait des games pré-saison, de réduire... Oui, en fait, les meilleurs matchs les plus intenses du Canadien, c'était justement avec le club B-, mettons, avec des gars... Mais c'était des gars qui avaient approuvé, fait qu'ils donnaient toutes leurs énergies sur la glace. Mais j'ai entendu le Snake parler de ça. Il parlait de Dan Boyd qui a été interrogé sur les matchs pré-saison. Puis il dit, les matchs pré-saison, là, t'as
aucun vétéran qui va se donner à 100%. Ben non. Ils sont là pour trouver leur aise, chasser à la rouille, puis comme avoir un petit peu de chimie avec ton compagnon de trio s'il est nouveau, puis reprendre un peu ce que tu avais laissé l'année passée avec les autres. Mais qu'il y a personne qui va se donner à 100%. Ils iront pas bloquer un tir hors cible. Ou, Quoique Ryan Backer va bloquer un tir, il va se casser la main. Puis Jake Evans nous a fait peur lui aussi, justement tôt dans ce match-là. Ouais. Fait que ça peut arriver des accidents, ça reste un sport c'est ça. Dangereux physique. Caden Goulet aussi, qui bloquait toutes les calices de shots, là. Il continuait de se garrocher pour les manger, les shots. Là. Ça a fait peur rapidement quand t'as vu Dobson puis Goulet manquer du temps en pré-saison. Tu te dis... Yeah! Mais c'est sûr, mais pour revenir sur ce que Dave dit, c'est que c'est là que ça fait un clash. T'as la moitié du line-up, c'est des vétérans qui se donnent pas à 100%, puis l'autre moitié, c'est des gars qui ont quelque chose à gagner. À prouver. Qui se donnent encore plus, tu sais. Et on retourne à l'année passée, justement, des gars comme Cédric Paré, qui donnent tout qu'est-ce qu'il y a, mais même s'il donne tout qu'est-ce qu'il y a, il en manque, fait qu'il faut qu'il sorte le genou pour ralentir. Exactement, c'est là que ça rend ça dangereux. Ça a marché parce qu'il l'a ralenti jusqu'à cette année encore. Il est encore lent depuis ça. C'est pas facile. Mais j'ai plus aimé Patrick Laine en pré-saison, il était vraiment... je l'ai plus aimé en pré-saison qu'en fin de saison l'année passée. Bon, je pense pas que Martin Saint-Louis l'a bien aimé, lui, parce qu'il est sur le trio à Jake Evans... Puis Josh Anderson, à l'heure où on se parle, il start la saison, c'est à 4. Ouais, c'est ça. Alors que nous, aligne des épaules. On se disait qu'il he's feeling himself, deuxième trio. Notre deuxième trio, il existe pas. Là. Nous, on parlait de Laine, Dak, Demidov. Ces trois gars-là sont sur trois trios différents. C'est ça. À l'heure où on se parle, je pense que la chimie était pas là. Je pense que Dak... Il s'est amélioré en cours de camp pré-saison, là, on va se le dire. C'était pas facile au début. Je pense qu'il y avait de la rouille pas mal. Mais j'ai aimé là, tranquillement pas vite. Là, il a commencé à avoir un peu plus d'implication. Reste à voir. Je pense qu'il faut quand même être patient. Parce qu'on en a. Est-ce que la semaine passée, vous en avez parlé que ça se peut qu'il jouait pas toutes les games? Oui. Ouais. Je me rappelle plus qui avait soulevé le point. Marco D'Amico qui avait amené ce point-là au podcast. À ce stade-ci, je sais pas si ça va être vraiment le cas. Je pense qu'il risque d'être correct. Mais à voir. Il y a Veleno qui a quand même eu un bon camp. Puis Veleno puis Dak, c'est pas bien différent comme style de gars. Là. Je pense que Dak, il y a un petit ceiling offensif plus intéressant, mais réellement, ces deux gars taillés sont très similaires. Ils apportent quelque chose, quand même une dimension très très similaire. Fait que s'il y a de quoi, je pense que quand même Veleno, puis je suis pas un gros fan de Veleno, là, mais je pense que s'il y a de quoi, il peut quand même remplir ce poste-là momentanément, mais pas sur 82 games. Je pense pas que Veleno doit agir sur ton top 6 ou même sur ton top 9. Puis je pense pas à l'heure où on se parle, c'est le 13e attaquant. Donc, oui, 100%. Mais là, ça nous amène justement aux compositions de trio. Là, on a commencé à en parler. Le premier trio, on sait tous c'est qui. Ben oui, on y touchait pas. On le savait. Pas besoin d'y toucher. Pour l'instant. Je dis pas que c'est intouchable, mais Caulfield, il a l'air vraiment parti. Il a l'air vraiment Sapin, game 1, il va commencer deux goals de même. Suzuki, encore, on dirait qu'il a pris un step où il est ultra cérébral. Il a fait des jeux, il a fait des poke checks, des take-away pendant la pré-saison où il avait l'air d'un monstre de possession de rondelles, où il récupérait des rondelles le long des bandes, il distribuait super bien la rondelle, puis il se donnait vraiment pas à 100%. J'ai l'impression vraiment qu'il va arriver très très monstrueux lui aussi. Slav, un petit peu moins d'engouement envers sa game. J'ai pas nécessairement aimé son implication. J'ai pas trouvé qu'il a vraiment bien paru non plus offensivement. Il a pas nécessairement créé de jeu. On le sait qu'il est capable. Game, tout ce qui est pré-saison, je le retiens pas contre personne. Non. Mais à partir de la game 1, faut qu'il arrive. Faut que tu arrives. Ouais. Il y a le bénéfice d'avoir la chimie avec ce groupe-là, d'apporter une dimension que les deux autres gars n'ont pas, avec l'aspect physique, le long des bandes, tout ça. Quoique, comme je dis, Suzuki a vraiment amélioré cette facette-là. Reste que
Ça fait un trio équilibré. S'il se met à pas scorer 4-5 games, Demidov, ça sera pas long qu'il va la prendre cette place-là. Puis ça se peut que si Slav il perd cette chaise-là, il la perd pour l'éternité. Parce que Demidov, un coup qui est là, campé avec deux gars avec des énormes IQ, puis qui est capable d'effectuer des jeux à cette vitesse-là. Non. Ça se peut qu'il regarde plus jamais derrière lui, puis que c'est comme on cherche pas avec qui faire jouer Demidov. C'est Demidov qui va jouer avec Suzuki puis Caulfield. Puis Slavkovski, il y aura la pression de faire marcher un trio peut-être un peu plus pression, tu sais, comme on avait vu avec Dak, là. Quelque chose de peut-être un peu plus physique, pression offensive, puis essayer de récupérer des rondelles, avoir des chances de marquer. Ça l'allait super bien avec Dak là, quand les deux y étaient ensemble. Là. Fait que, tu sais, fast forward 2 ans plus tard-ish. Ça serait pas la fin du monde. Ouais, exact. Si on a un trio qui score à toutes les présences comme premier trio, puis que le deuxième, il use les défensives. Oui, pis, parce que c'est deux gros bonhommes aussi, là, Dak et Slav ensemble sur la même ligne. Puis je pense que ce que Martin Saint-Louis a voulu faire avec la deuxième trio, c'est quand même ça. Avec Bolduc, Dak, Gallagher, c'est un trio en 5 contre 5 qui est excessivement dur à affronter, je pense. C'est le troisième trio, ça, non? C'est dur à dire, mais mettons. De ce que j'ai vu, en tout cas, sur comment l'alignement était formé, ça semblait être le deuxième trio, mais oui, il risque probablement d'avoir le trio... le troisième trio ou le 2B. Ouais. Parce que ça reste que Gallagher, l'année passée, quand même fini 5e meilleur pointeur de l'équipe. Ouais. C'est ça que je voulais accrocher tantôt quand on a parlé de lining sa ligne à Jake Evans puis Josh Anderson. Ça reste que c'est un spot qui peut fonctionner. Là. Justement, Gallagher, ça a été son trio toute l'année passée, fini 5e meilleur pointeur devant les quatre gros canons du Canadien. C'est pas un mauvais spot pour liner. Puis c'est pas mauvais non plus d'avoir Gallagher sur la 2 qui fonctionne encore. Gallagher roule encore sa bosse. Là. Moi, Gallagher, l'année passée, il m'a prouvé qu'il avait encore sa place dans la Ligue nationale parce que c'était vraiment juste comme, man, qu'est-ce qu'on fait à le garder? Vraiment, c'était comme ça ou Harvey Pinard. Non, mais tu comprends-tu? C'était comme, il apporte pas vraiment plus, sauf il coûte 6,5 millions, tu sais. Fait que c'était dur à accepter. Là où, en ce moment, le cap salarial, c'est pas un enjeu. C'est un bon leader dans la chambre, il est apprécié. Tu sais, ils viennent de passer la trentaine, comme ça t'en prend aussi. Là. Tu peux pas juste avoir une chambre de... On est la chambre la plus jeune de la ligue déjà, puis on a ce gars-là dans l'équipe à Mané, il s'en prend. Fait que là, dans le fond, ça donne deuxième trio, comme tu as dit, Bolduc, Dak... Puis, Gallagher. C'est un trio fatigant, ça. Oui. C'est un trio qui peut être vraiment travaillant dans une zone. Puis ça se complète bien. C'est des gars qui ont tous des atouts. Gallagher, il a peut-être pas la grosse shot, mais il réussit à scorer d'à peu près partout dans l'enclave. C'est un gars qui a scoré 30 buts. Là. C'est jamais des gros buts, des beaux buts, mais il score ces buts-là. Puis il est capable de marquer encore 25 buts cette année avec un Bolduc. Sinon, Bolduc, il va encore ici dedans. Est-ce que Dak a la capacité d'effider ces deux gars-là? C'est là où j'en doute. Il y a des mains, mais... Ouais, mais je pense qu'il y a quand même plus la capacité d'effider que d'être le marqueur sur la ligne. Là. Oui, C'est ça, exact. Fait que pour moi, ça, le fit, il est là. Il y a eu des flashs de playmaker, Dak, là, où il déculottait un gars, puis regarde, il est même pas intéressé à la scorer, il la repasse, puis... il est bon aussi en entrée de zone, puis il fait reculer les défenseurs, il arrive, puis il rentre dans le tas entre les deux defs, ce qu'il fait régulièrement. Qu'avec des gars comme Gallagher puis Bolduc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir Bolduc à 100%. Je pense qu'il y en a un qui s'est ménagé un petit peu... qui est encore en adaptation, là. On s'entend, c'est une nouvelle équipe, lui qui venait de s'adapter à Saint-Louis. Ben oui. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir Bolduc, là. C'en est un qui m'excite pour la série. Fais donc ça, Kev, quand tu faisais ta passe par en arrière, c'était un beau petit son dans l'oreille. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, merci. Donc, ça donnerait le troisième trio, là, avec Newhook, Kapanen, puis Demidov, ce qui est... c'est dynamique, c'est complémentaire, et...
hostie, Newhook pas au centre. Moi, je repars à 0 pour Newhook à partir de demain. J'ai aimé son camp. Oh oui, très bon camp. J'ai aimé. Je pense que il peut suivre la game, puis que c'est pas lui le driver de sa ligne. Fait que déjà là, puis comme tu as dit, c'est pas lui qui prend les mises au jeu, ou va en prendre quelques-unes, mais pas toutes. Kapanen, il est excellent sur les mises au jeu. Fait que pas besoin de Newhook là, pour l'aider. J'ai fait une comparaison dans notre chat là, un peu à la Lekkonen. Là. C'est un couteau suisse. Il fait plein d'affaires. Que c'est pas flashy. C'est... Surtout, Lekkonen, il a comme commencé sa première saison avec le Canadien. Puis il avait scoré 18 goals. Puis on s'était comme, OK, on va avoir un scoreur avec lui. Puis après ça, Chris, il a jamais refait ça. Ever à Montréal. Puis on était comme déçus tout le temps. Mais c'est un gars... Dès qu'il est allé à Colorado, pourquoi il joue le premier trio? Parce qu'il complète bien, il fait les bonnes choses, puis il réussit à marquer parce qu'il est entouré de talent maintenant. Puis qu'il arrête jamais. C'est ça. Là. Mais Kapanen, ça peut être littéralement ça avec un gars comme Demidov, parce qu'il y a des atouts Kapanen offensifs. Il l'a démontré en Europe, puis ça n'a pas converti l'année passée, mais dans le rôle où il y avait pas nécessairement non plus des compléments autour de lui. Là, si tu y mets réellement un gars comme Demidov va faire fonctionner à peu près n'importe qui avec un minimum de QI, on s'entend. Ouais. C'est super d'avoir deux jeunes qui vont travailler ensemble, qui vont gagner d'expérience ensemble, qui vont partager un peu de leur expérience en même temps, parce qu'ils ont à peu près la même expérience. Puis, en même temps, de l'autre côté, tu te dis... T'as quand même Newhook qui a de la vitesse, qui a un peu plus d'expérience, qui est capable de scorer, on l'a dit, 15 buts, ça devrait pas être dur pour lui à faire. L'année passée, il l'a fait, puis il a une saison de cul. Là. Exact. Fait qu'il a peut-être même craqué le 20 buts justement avec gars qui te feed comme Demidov. Puis encore une fois, Newhook, c'en est un autre qui fait reculer à la défensive. Avec sa vitesse, lui, à la place de son physique. Mais faire reculer à la défensive encore donne de la place à Demidov. Demidov, avec de la place, peut faire n'importe quoi. Puis moi, pourquoi je les mets troisième trio? En fait, je les veux, là. Je les veux un peu camouflés. Je les veux un peu perdus dans cette foule-là. Où que le premier trio contre le premier trio, le deuxième trio contre le deuxième trio. Ben, ton troisième trio, man, il faut qu'il affronte une ligne qui est hyper rapide. Avec un Demidov qui est capable de te sortir de tes patins complètement. Tu parles de reculer une défensive. Lui, il recule un système de jeu complet. Le goaler, il recule dans son but. C'est tellement qu'il a peur. Fait que... Moi, comme troisième trio, un peu sheltered. Pas nécessairement beaucoup de minutes de moins que le deuxième trio. Je pense que ça peut être situationnel. Mais moi, j'aime ça les avoir là. Ça le protège. Puis, regarde, si Demidov, après 5 games, il est à 7 points, là. Non, OK, garde. Ça sera ça le deuxième trio. Puis c'est bien correct. On leur donnera plus de temps, là. Ouais, puis Saint-Louis, il est beaucoup comme ça, là. Le trio qui a une bonne game, c'est lui qui va jouer le plus, puis that's it, là. Fait que ça donne le quatrième trio là, avec Jake Evans, Patrick Laine puis Josh Anderson. Ouais, écoute, ça peut sembler bizarre. Moi, ma première affaire, c'est Chris, que ça fait pas de sens d'avoir deux grinders, deux gars défensifs, puis Patrick Laine qui est pas du tout de... C'est pas complémentaire. T'sais, dans la NHL, t'es des moins là, dans la chimie. Sauf que Patrick Laine, il backcheckera pas. Eux, ils vont le faire. Ouais. Patrick Laine, il ira pas sur le ballon de la bande récupérer une puck. Eux autres vont le faire. Fait que si la job à Patrick Laine, c'est juste positionne-toi pour contre la chip, tu aies un breakout pass, ou positionne-toi devant le net pour qu'on te feed, puis que tu laisses passer un one-timer, ben c'est utiliser un spécialiste. On n'arrête pas de le dire, ça serait c'est un spécialiste, ce gars-là, c'est un gars de powerplay. Ben, parfait, donnons-y des minutes de quatrième trio. Il nous fait moins mal que sur le deuxième trio. Pourquoi qu'il jouerait 17 minutes? On va le faire jouer 12 minutes. Puis peut-être moins que ça, parce que peut-être que on va avoir des répétitions Gallagher, Anderson, puis Evans, où on veut vraiment un trio qui grind it out, puis il va skipper des tours, puis regarde, on veut te manager, on veut que tu sois en pleine forme, parce que quand on va te coller sur la glace, on veut que tu aies pas un but, puis on va peut-être te donner des stints avec le deuxième trio, ou avec un Demidov, parce qu'on veut que, clairement, ces deux gars-là, là, ça peut très très bien fonctionner. En ce moment, là, c'est ces deux gars qui vont jouer ensemble sur le deuxième powerplay.
Ouais. Puis tu vas avoir Noah Dobson à la pointe. Là. Ouais. Un deuxième power play avec Patrick Laine qui a scoré 15 buts en power play l'année passée sur 40 games. Demidov qui est un prospect générationnel. Puis Noah Dobson qui est un défenseur qui a déjà fait 70 points. Excuse-moi, mais y a-tu de quoi que j'ai pas compris? Non, ça, notre deuxième powerplay. Non, gros, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, notre premier, ça donne... puis j'ai aimé l'ajout de Bolduc sur le premier powerplay qui va aller en bumper. Ben, qui va remplacer ce que Gallagher a fait pendant des années, Ouais. mais avec définitivement plus de talent. Exact. Puis un petit peu plus de jeunesse et de vigueur que malheureusement Gallagher. Plus gros. Ouais, mais c'est parce que Gallagher, son dos, il est rendu de même. Oh, là. ouais. Il faut se faire cross-checker pour lui. Là. Fait que, tu sais, le premier powerplay, ben, c'est lui qui va avoir beaucoup de temps de jeu. Là. Je m'attends à 1 minute 20, 1 minute 30 quasiment de powerplay. Tout dépendamment combien ils ont joué juste avant. Tu sais, s'ils vont peut-être embarquer le deuxième powerplay en premier si le premier trio était sur la glace. Puis, mais je pense qu'on va avoir un des bons powerplays de la Ligue cette année. On pourrait être assez. C'est assez dual menaçant. threat. Là. On n'a pas besoin d'avoir Suzuki Caulfield qui passe les deux 2 minutes. Puis après ça, les faire skipper des tours en 5 contre 5. Fait que je pense que d'avoir une balance comme ça. Puis vous vous souviendrez, Toronto, les premières années de Matthews, Marner, Nylander, il y avait encore Tyler Bozak, il y avait encore une coupe de gars de talent. T'avais ton premier trio où t'avais split. Dans le fond, il y avait vraiment splitté. Il y avait Nazem Kadri encore. Tyler Bozak, Nazem Kadri, puis genre Marner avec Nikita Zaitsev à la pointe. Puis sur ton deuxième, t'avais Riley, puis t'avais Matthews, t'avais Nylander. Ça marquait des buts, là. Quand ton piqué 2 il embarque sur la glace, ou ton piqué 1 est encore sur la glace à bout de souffle, pis t'as un fucking Matthews pis Nylander qui embarque, tu trippes pas, là. Non, c'est ça. Fait que... Ouais, exact. Puis là, ben, ça nous amène au piqué aussi, là, que j'ai aimé. Ils ont gardé Jake Evans, Josh Anderson. Oui, mais ça, c'est notre première unité. Ça, c'est définitif. Ça a fait le boulot l'année passée. On a perdu quand même des morceaux sans défensive, mais je pense que Goulet va step up. Ouais. Goulet, on en a parlé l'année passée pour Kirby Duck. Goulet, je l'aime drastiquement plus que ce que j'ai jamais aimé Kirby Duck, sauf que Goulet, c'est son année où il doit jouer une saison complète pour montrer que c'est un gars qui fait partie du corps. Encore une fois. Ouais. Parce qu'il a le talent, mais c'est... Il a le talent, il a tout. Il a tout. C'est un gars qui a vraiment... selon moi, tous les atouts pour être un défenseur important d'une équipe gagnante de la Coupe Stanley. Oui. On l'a dit souvent, la comparaison, un Shea Weber gaucher, il n'y a pas le shot, là, mais il y a quand même des atouts de leadership et de il a la même lecture de jeu. aura un peu. Ouais. Ouais. Mais il faut qu'il reste en santé. Là. Ça a pas de... Puis il a été malchanceux, comme plein de gars sont malchanceux à répétition. Ouais. Il a la coupure, là, puis tout, mais... Ouais. Ça prend une saison en santé pour Caden Goulet. Comme regarde, Dak, il est plus vraiment dans les plans long terme. Je veux pas que ce soit ça pour Goulet, mais on lui a donné un contrat à long terme. J'espère que dès cette année, on va prouver que ça vaut la peine. Ouais. Ouais. Le deuxième piqué, c'est Newhook avec... Qui? Aucune idée. Il me semble. En tout Je sais que Bolduc avait mentionné que Il pourrait jouer. qu'il était prêt Ouais. à jouer là-dessus. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas qui joue avec... peut-être Kapanen? Kapanen avec puis Carrier. Kapanen, Newhook, Carrier, Jacker. OK. Ça pourrait être... tu sais, d'après moi, ça va faire un peu mal. C'est la partie qu'on a le plus perdu, mettons, dans l'équipe, le piqué. Oh, ben oui, définitivement, c'est notre unité qui a le plus perdu. Puis, là, on peut le dire. On peut parler contre Sam Montembeault. En situation de pression comme ça, il est pas très bon. Là. Non. Il est pas bon en piqué, Sam Je le Montembeault. trouve mauvais pour contrôler le rythme. Le rythme du jeu, ouais. Ah ouais. Il freeze pas les rondelles au bon moment. Elle rebondit sur lui. Il est pas capable de gérer sa game. Là. Mais en situation de piqué, si le Canadien est tout croche, il est tout croche. Ouais. Moi, j'espère que Debèche commence la saison aussi solide que ses matchs préparatoires. Ouais.
Puis Que un moment donné, il va falloir va falloir qu'on y aille au mérite. Puis un moment donné, tu sais, j'arrête pas de le dire, mais quand Montembeault va connaître ses mauvaises games, il faut que Debèche soit dans son pic. Puis c'est de même que ça se fait, tu sais. C'est de même que ça se fait remplacer un premier goaler dans une équipe. Fait que je le souhaite, honnêtement. Je le souhaite pour l'équipe. Je m'en fous, là, de continuer à planter Montembeault. C'est plus comme je le souhaite qu'on ait un peu de stabilité dans les nets puis qu'on soit capable de pas avoir à penser à ça quand on commence une game. Ouais. Puis je pense que Montembeault a une valeur certaine sur le marché des échanges. On a vu des équipes se chercher de la stabilité dans les buts. Tu sais, t'as Edmonton qui a fait une acquisition. On a vu pas là, c'est passé, Ingram? Je pense pas, hein? Non, je pense pas. Moi, Ingram, là, c'est une acquisition que j'ai super aimé pour les Oilers, de dire tu vas chercher quelqu'un qui est capable d'être super stable sur la glace, là, hors glace, c'est une autre histoire, mais qui peut vraiment challenger Skinner. Je pense que les hauts de Skinner sont plus hauts que ceux d'Ingram, mais la stabilité. ses lows sont plus lows aussi, fait que je pense que c'est un peu le même, mais sauf que on s'entend que si tu peux aller chercher un Sam Montembeault à 3,34 millions. Et surtout, surtout en cours d'année. Je pense pas que c'est un gros risque pour bien des équipes. Puis pour une autre saison encore, qui peut vraiment assumer un rôle de premier. Je pense pas que c'est un gardien élite, mais il y en a beaucoup qui regardent les statistiques avancées qui se disent mais en termes de buts attendus contre, c'est ça. Je pense que c'est la pire stats avancée qui existe. Ouais. Le nombre de buts sauvés, là. C'est comme Big, c'est lui qui se met dans cette position-là. Ouais, mais même les buts attendus pour une équipe, j'aime pas ça. C'est comme, il aurait dû marquer. Mais ils les ont pas marqués, man. Non, c'est ça. Ça fait partie de la game. C'est de ça. Pas les compléter, c'est ça. ces chances. C'est comme, mais il a fait un tir dans une zone dangereuse, ok, mais la qualité de son tir, elle. Non, c'est ça. Fait que, bref. Fait quoi. Ouais, non, sur les buts. Moi aussi, je suis bien d'accord. Puis comme je te dis, on le voit gauler assez souvent à Montembeault, qu'on le sait que. Il est capable d'être solide, il est capable d'être gros dans son net, mais il est aussi capable d'être hyper shaky. Sauf qu'il y a quand même un genre de petite feuille de route intéressante pour une équipe qui veut prendre une chance, dire on est à... Parce que, crème, les équipes, même qui ont des premiers goalers établis, sont quand même prêtes à prendre des petites chances des fois, dire hey, je sais pas ce qui va se passer avec mon goaler en série. Ouais. On en a parlé, là, les 3 nominés du Vézina l'année passée, en série, étaient en bas de 900. Ouais. Fait que c'est un backup qui est intéressant. Ben oui, c'était dans le fond un Montembeault qui est toujours en bas de 900. Tu sais à quoi t'attends d'arriver en série. Non mais, mettons, là, je te dis ça de même. T'es les Stars de Dallas. T'es une équipe qui est ultra solide, qui a pas beaucoup de failles. Puis tu te dis, j'ai Scott Wedgwood comme... Non, c'est même pas Scott Wedgwood, c'est encore Casey DeSmith? Ouais, encore Casey DeSmith. Où ça? Ouais, à Dallas? Ouais, je pense que Dallas, ouais. Ben, tu te dis, premièrement, Montembeault, il fesse pas sur sa femme. Quoi? J'aime ça, c'est sorti! Oui, j'aime ça, mais il y a personne qui le sait. Personne s'en rappelle dans l'épisode 14 qu'on avait sorti son cas universitaire. By the way, nos podcasts, c'est comme genre les Sopranos, Breaking Bad. Faut que vous les retapez à toutes les quelques années. Là. C'est comme des classiques. Hey, commence à en avoir en crise pour recommencer à 1. Là. Ben, big. Tous ces gars-là, ils travaillent des jobs, 40 heures semaine, 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. 3 épisodes par jour, ça se fait bien. Ouais, mais en même temps, une fois que tu as écouté les centaines, ben les derniers, là, les premiers... Après ça, tu t'abonnes sur Patreon pour écouter le contenu supplémentaire. Oui. Mais je veux dire, les premiers, tu peux pas les écouter. Là. Ils sont super bons. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont pas écoutables. ouais. La qualité audio. On m'entend pas, puis... Ouais, ça c'était un plus dans ce temps-là. Dans le temps, on était comme... Attends une minute, Dave, tu veux dire de quoi? Ok, c'est beau, t'as fini ta phrase, renvoie-moi là. Ok, c'est beau, Dave, arrête. On m'entendait pas mieux. Donc là, ça reste sur les paires de défenseurs. Oui. Qui nous ont mis... ils ont gardé Goulet Hudson, qui est la deuxième paire, probablement. Première paire. Non, première paire, ok. Ben oui. Matheson Dobson, c'est la deuxième. Matheson Dobson, la deuxième. Ouais. Puis Carrier, Jacky, la troisième. Ouais. Strobel, Jacky, ça va être interchangeable, je pense. Ils amènent chacun une
Mais moi, j'aime avoir un autre qui connaît un super bon camp, Trouble. Ouais. Je suis d'accord. Puis il partait pas avec des fleurs de notre part. Là. C'était pas un gars c'est un gars qu'on essaie de se débarrasser à tous les coins de rue. Là. On est comme, ah, toi, t'es-tu intéressé par un dieu grec? Mais non, c'est ça. Je pense qu'il connaît un super bon camp. Il a démontré en plus qu'il y avait l'aspect physique en pétant la gueule. Yann Janick. Ah, il est frotté à la tête à moi, c'est ses genoux qui ont plié. Là, quand il l'a pincé, puis les deux genoux plient. Là. Mais après ça, il continue à y peser sa tête, sa glace. J'ai adoré ça. C'était sale, mais c'est ça. Il a montré que il sait jouer au hockey, il est capable d'être physique, il est capable de défendre ses coéquipiers. Rendu là, lui puis Jacky, c'est comme ouf, c'est quoi qui vous départit? Mais lui, Jacky aussi a connu un super bon camp. Ouais. Il y avait de la vitesse, il y avait du patin, il y avait de l'exécution. Je pense quand même Trouble, c'est un meilleur joueur de hockey que Jacky. Je pense que long terme, je pense Trouble est meilleur. Je pense qu'il va avoir une meilleure carrière. Sauf que c'est sûr que Jacky, il a l'aura, il a le respect. C'est un gars respecté quand même dans la ligue déjà. Il est quand même très adulé à Montréal. Il y a tous les contrats de promo, fait des annonces pour ci, puis pour ça, puis pour ci. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un petit avantage en ce moment, mais moyen long terme. De toute façon, c'est deux gars qui n'ont pas vraiment un avenir très très long terme à Montréal, étant donné que il y a Engstrom qui vient d'être coupé fait pas si longtemps, qui a montré qu'il était un des meilleurs défenseurs du Canadien avec l'alignement complet du Canadien. Là. J'ai adoré. J'ai pas aimé peut-être le début de son camp. Pas que c'était mauvais, mais je pense qu'il était pas on avait des attentes aussi, là, puis on se disait, Chris, il va vraiment nous impressionner. Puis mais la game contre Ottawa, ça a été... Le meilleur, probablement, défenseur. C'est ça. C'est encore une fois, entre quelqu'un qui veut craquer puis des gars qui veulent pas se faire mal, mais... 100%. Mais il a montré qu'il est capable. Exact. Puis c'est un gars, dès l'année prochaine, il va jouer à Montréal. Il faut. Parce que c'est un gars qui va demander d'avoir son opportunité ailleurs. Puis là, après ça... faut qu'on parle d'opportunité ailleurs, après. Mais après ça aussi, t'as Reinbacker, éventuellement, qui... Lui va avoir une grosse saison à Laval, probablement avec Engstrom. Mais si c'est une paire qui est super dynamique et qui est bien complémentaire, ça peut devenir ta troisième paire dès l'année prochaine. Puis excuse-moi, mais Jacky et Trouble, ils partent. Matheson, il part. T'as Carrier avec Goulet ou t'as Carrier avec Hudson. Puis t'as cette paire-là qui vient transposer comme troisième paire. T'as quelque chose de vraiment solide encore. Un peu jeune, mais... définitivement solide à bâtir pour un alignement gagnant de la Coupe Stanley. Puis, tu te rappelleras, quand Engstrom a signé, j'ai fait un petit vidéo là, dans mon char, j'ai dit Engstrom, ça peut être une pièce pour un alignement gagnant de la Coupe Stanley. Je le croyais à ce moment-là et je le crois encore aujourd'hui. Si t'as ce gars-là, c'est ta troisième paire à terme, parce que t'as un fucking Goulet puis Hudson devant lui, t'es vraiment en voiture. Absolument. Fait que, je pense que ça fait le tour pas mal de l'alignement. On va parler des demandes d'opportunités parce que Joshua Roy, lui, avec le camp de cul qu'il a connu... Il pense qu'il peut se permettre de demander ça. Ben, écoute, il a demandé à avoir une audience, en tout cas pas lui, mais son agent, une audience avec Kent Hughes pour discuter de son futur à Montréal et des plans de l'équipe pour lui. Comme si c'était une vedette, là. Mais comme s'il avait fait quoi que ce soit, lui, pour mériter. Discuter de... Man, va jouer ta dernière saison à Laval, puis cet été, t'en discuteras, c'est quoi mon plan. Là, t'es sous contrat. Le plan, là, c'est qu'on te fasse jouer où est-ce qu'on pense que tu mérites de jouer, c'est-à-dire à Laval, sur le premier trio. Tu vas avoir une opportunité d'être un des meilleurs marqueurs de la Ligue parce que tu vas jouer avec des bons joueurs dans un alignement qui est stack avec un excellent coach. Mets-toi en valeur, puis peut-être qu'on aura des offres pour toi, peut-être que tu vas valoir de quoi, ou peut-être qu'on va te laisser aller à la fin de l'année. Yeah.
je vais ouvrir une porte, là. Ouais. Parce que sur Puckpedia, ils ont rajouté, dans le fond, une fonction qui est la projection du cap salarial en play-off. Je pensais que t'allais dire genre un buyout. Je veux buyout un RLC. Ça aurait pu, honnêtement. Mais présentement, dans le fond, la projection est à 7,8 millions. Joey Veleno fait 900 000. Ouais. Fait que ça, dans le fond, si tu mets les deux ensemble, ça fait 8,7 millions. Juste si on fait des maths comme ça. Ouais. Puis dans le fond, Joshua Roy, ben, il serait vraiment une belle pièce là, dans un trade. On espère Mais que gros, Kaldubis nous écoute pas. Tu rajoutes Strouble puis un choix de first, puis c'est parti. Là. Je pense, puis rentrons dans le sujet Crosby parce que it's alive and well les discussions. Je pense que, en tout cas, ça buzz encore là, autour de Montréal. Je pense que c'est comme la place où Crosby voudrait jouer. Tout le monde disait le fit naturel c'est Colorado, mais ils n'ont pas, y a pas d'argent pour ça là. Puis ils n'ont rien à donner non plus. Non. En termes d'équipe, Ils peuvent donner des choix de first, mais qu'est-ce que l'équipe a à payer? Où est-ce que l'équipe est rendue? Puis la chaise qui peut y être donnée. Montréal, je sais pas s'il y a une destination qui peut surpasser Montréal. je pense que pour Crosby, c'est sûr que là, il vient il entame sa 19e saison en tant que capitaine des Penguins de Pittsburgh. Ça égalise le record de Steve Yzerman. Je pense que ça, peut-être, c'est important pour lui. C'est un gars très routinier. Je pense que c'est pas un gars qui aime ça vraiment se sortir de... Chris porte encore ses bas qui a acheté à Rimouski, là, Calis, là. C'est pas un gars qui aime ça sortir sa routine, sauf que s'il y avait une place qui tenterait où il pourrait arriver à avoir un vrai impact immédiat, une équipe de série, une équipe qui est sur le rise, une équipe qui peut faire, hey, avec les 2-3 prochaines années, je peux pas immédiatement gagner, mais je peux avoir vraiment un vibe, là, quelque chose qui me donne vraiment là, raviver un peu le feu sacré en jouant avec fucking Demidov qui va être peut-être le deuxième meilleur joueur avec qui il va avoir joué dans sa carrière après Malkin. Fait que ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour Crosby. Reste à voir. Il va vouloir laisser un leg à Pittsburgh, évidemment. Mais il y a aussi l'aspect leverage où si Montréal fait c'est ici qu'il veut jouer, fait que on n'overpayera pas, mais par respect, on va donner quelque chose. Moi je pense que Joshua Strouble, ça bouge pas de needle du tout. Oh, moi je trouve Non. que Joshua. Moi je pense qu'il faut que ça parte avec 2 choix de first. Je pense que c'est. Ok. Je pense qu'il faut que ça parte avec ça. Puis Mais après. Joshua Roy aussi. Là. Oui, Ok. mais ça bouge pas de needle. Là. Tu sais, là, dans la jauge, encore, je me rapporte encore à NHL. Dans la jauge, là, elle reste quasiment identique. Ben oui, on va le prendre. Là. Tu sais, on en a là, des boss québécois. Là. On vient de mettre Samuel Poulain aux waivers. On vient de mettre Bokonji Mama aux waivers. On peut en mettre un de plus aux waivers l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Mais ça bouge pas vraiment de needle. Est-ce qu'ils préféreront dire, regarde, ça nous prend, ça va, on va te prendre un asset qui va te faire chier. Un goaler? Non. T'as dit un premier goaler, ok? S'ils en ont besoin. Non. Tristan Jarry fait pas la job, là. Non! Ils veulent, On touche pas à Age, ils là? veulent Age. Oh, c'est sûr que c'est Age qu'ils veulent, puis c'est sûr que pourquoi je pense que ça se passera pas, parce que le Canadien sera pas prêt à toucher à Age. Écoute, Non. on va en parler plus tard, là, mais Ouais. si c'est pas Age, c'est Zarovski ou Reinbacker. Celui des trois que je suis prêt à laisser aller, c'est Wimbacker. Mais là, c'est sûr. Ah! Je suis tellement Non, mais- excité, Dave, tu Mais dis oui. ça. Non, mais en ce moment, on est tous à un all-time low sur Reinbacker, là. On est comme, encore blessé, encore ci, ça. All-time low? Ben oui, à part son draft. Non, mais tout le monde serait prêt à faire ce trade-là avec Reinbacker. Mais sauf que, comme je vous ai dit, en ce moment, Reinbacker, on n'en a pas de remplaçant pour lui dans le futur du Canadien. C'est un défenseur droitier
polyvalent de 6-3, 6-4 qui va pouvoir jouer sur une première paire. On n'en a pas d'autres. Ouais. Tant et aussi longtemps qu'on n'en a pas d'autres, ça va être extrêmement dur pour moi d'abandonner le projet. Mais est-ce que je le fais pour Sidney Crosby? Probablement que je le fais. Parce que je me dis que Sidney Crosby peut nous aider plus d'ici 2-3 ans que Ryan Backer peut nous aider. Dans la chaise que Ryan Backer occuperait, mais Callis, moi je vois Ryan Backer être le parfait complément à Alain Hudson dans 2-3 ans. T'sais. Fait que c'est extrêmement dur pour moi. Idéalement, je touche pas Age, je touche pas Ryan Backer, je touche pas Zarovski, puis je touche pas Fowler. Le reste, on a des super bons plus B-level prospects. On en a parlé, Florian, les Koivu, les Florian, etc. Beck peut être Beck. attrayant, là, parce que dans sa catégorie, mettons, dans un bottom 6, Ouais. Beck, c'est un excellent prospect. Là. Ouais. C'est pas un prospect de top 6, mais pour un bottom 6, il est dans les très bons prospects. Ouais. Mais, si on a un plan de contingence, puis on parle d'un autre gars qui risque de pas être trop content d'avoir été coupé pour une 3e année consécutive, Tristan Luneau. Oui. T'as Drew Ellison qui a été choisi à la place de Luneau. T'as évidemment Trouba puis Goudas aussi qui sont devant. Puis bon, t'as quand même Jackson Lacombe, Mintukov, Zellweger. puis Zellweger qui sont des... Ils n'ont pas de place vraiment pour Non, il y a Tristan pas vraiment Luneau. de place. Puis c'est un excellent défenseur offensif. Il y a peut-être une coupe de lacunes défensivement, mais c'est quand même un gars de 6-2, un gars d'ici. Si tu me dis, hey, j'ai un plan de contingence, puis on va perdre Rainbacker, puis on va aller chercher un gars type Luneau, qui a peut-être un pedigree un peu moins haut que Rainbacker, ben ça me dérange pas. 52 points, 59 matchs. Je sais. C'est dégalissant. Combien t'as dit? 52 en 59 dans la Ligue américaine. Puis je sais pas si vous vous rappelez, là, mais voilà une coupe la dernière année junior en 2022-2023, Ben oui. Anaheim avait accompli un fait Ouais, incroyable. Les 3 défenseurs. Les 3 défenseurs gagnants du meilleur défenseur de chaque ligue Dans CHL. Dans CHL. Avec Zellweger, Mintukov, puis Luneau. Puis Luneau, ouais. Les trois ligues de la CHL. Fait que ouais, effectivement. Mais c'est ça, tu sais, tu le savais. Puis c'est ça, puis v'là 2 ans, quand on parlait de ce club-là, on disait waouh. Ah, puis il y a aussi Jackson Lacombe, qui est premier défenseur devant Brock Faber. On se rappellera, il était meilleur que Brock Faber à ce moment-là, puis on se disait, il y a aussi ce gars-là que personne parle. Oui. Puis que maintenant, aujourd'hui, c'est le premier défenseur de ce club-là. Il vient de signer un contrat. Un stud, c'est juste parce qu'il est laid puis on veut pas trop le montrer à la TV, mec, c'est tout, c'est son seul problème. Mais oui, c'est vraiment un rising star. Là, Avez-vous parlé de son contrat la semaine passée? Non, parce qu'il était pas signé quand on a fait. Parce que, en gros, ça pourrait nous aider à parler aussi là, de la situation de Hudson. Fait que vous avez parlé de Luke Hughes, évidemment. Ouais. McTavish, Luke Hughes. McTavish aussi. Dans le cas de Jackson Lacombe, ça semble un peu comme agressif comme contrat. Veut pas. On se dit, tu sais, il y a eu une très bonne saison l'année passée. Puis oui, définitivement, il entame la saison comme premier défenseur avec les Ducks. Mais avec leur organigramme, tu te dis crime. Parce que ils ont été tough en plus avec toutes leurs négociations, puis lui, il donne déjà 72 millions de même, comme pourquoi. Il y a le facteur âge, là, définitivement. Fait que Jackson Lacombe, il a 24. Dès l'année prochaine, éligible à l'arbitrage. Ouais. Éligible à l'offre hostile. Ouais. Je pense qu'il voulait sortir un peu de ça. Ce que, dans la situation, Luke Hughes n'avait pas. Puis dans la situation, Lane Hudson n'a pas. Non. Donc, c'est sûr et certain que tu peux pas comparer les situations. T'achètes 6 ans de UFA dans le cas de Jackson Lacombe. Ouais, c'est ça. Ça vaut de l'argent. Les années RFA coûtent moins cher. C'est la façon que ça fonctionne. Puis bon, c'est sûr que dans le cas de Luke Hughes, il y a l'aspect familial là, qui vient en ligne de compte. Un peu garder Jack Hughes, quand même ton meilleur joueur, heureux. Essayer de courtiser Quinn Hughes. Ouais. Éventuellement, parce que dans 2 ans, il va être UFA. Hein?
Puis, de ce que j'ai compris, c'est que le camp Luke Hughes était comme, ben c'est parfait, c'est beau, donnez-nous pas ce qu'on veut. Donnez-nous 5 ans. On va co-term avec Jack Hughes. Ouais. C'est ça qu'on va faire. Là, ça va. Fait que je vais être UFA en même temps que Jack Hughes, puis... Fait que non, c'est beau, on va te donner 9 millions tout de suite. Puis il a pu mettre un peu de pression à ce niveau-là. Dans le cas de Lane Hudson, Cole, il va jouer à Washington, fait qu'il n'y a pas de pression à ce niveau-là, il n'y a pas de grand frère ici. Puis, quoique Cole, c'est le petit frère, mais hey, by the way, il va être bon, hein, Cole Hudson. Ouais, aussi. Il va être vraiment bon, Cole Hudson. Ouais. C'est un monstre, déjà, là, dans le NCAA. Mais, fait qu'il n'y a pas de leverage sur... Il peut pas avoir d'offre hostile, il peut pas avoir d'arbitrage, puis il n'y a pas de frère. Fait que où est-ce qu'on en est présentement? C'est que le Canadien semble vraiment vouloir respecter une échelle salariale. Ce que, man, je respecte. Ils veulent pas tomber dans « Hey, on est in love avec toi, puis on pense que t'es le meilleur joueur du Canadien », ce que beaucoup de fans du Canadien pensent qu'il est. Puis je pense qu'il est ça. Je pense. Il a dynamisé l'équipe. On a fait les séries grâce à lui l'année passée. N'ayons pas peur des mots. Ouais. Puis sans rien enlever à Suzuki et à Caulfield qui ont eu des career high, c'est Hudson qui leur a permis d'atteindre ça. Puis c'est Hudson qui va nous permettre de continuer à progresser. Il faut qu'il soit entouré. Là. C'est pas un one-man show. Là. C'est la NHL. Mais c'est notre joueur le plus spécial actuellement. Ben. Sauf que pour Kent Hughes, c'est regarde, t'as 22, on t'achète 5 ans de RFA, tu sais, ou peut-être 4 ans de RFA. Fait que on t'achète 4 ans, tu vas assumer ton contrat. Puis apparemment, ce que le clan Hudson voulait là, avant les extensions de Lacombe puis de Hughes, c'était à peu près 9.5. Ouais. Je tiens à dire que sur ce podcast-ci, on a discuté de 9.5 exactement, avant même le contrat de Dobson. Ouais. Puis ça renforce la théorie avec le contrat de Dobson où est-ce qu'on s'est dit ça devrait être semblable. Ouais. Prêt à étirer l'élastique, là. Moi, c'est pas... Mais là, de ce que le Canadien a fait savoir au clan Hudson, c'est non, tu toucheras pas au contrat Dobson. En gros, Dobson, c'est le défenseur numéro 1 dans l'échiquier parce qu'il a 25 ans, parce qu'il a 7 ans d'expérience dans la Ligue nationale, puis il a commencé peut-être à 19, mais 6 ans, peu importe. Puis, on a acheté des années UFA, encore une fois. Donc, tu vas être en deuxième, tu vas être le deuxième meilleur payé. Je pense que le contrat va être d'un 9, là. Je pense que ça, c'est sûr et certain. Le Canadien semblait plus enclin être juste en bas de 9. Et le clan Hudson, plus à 9,5. Ça va finir des 9, c'est à peu près définitif. Là, c'est de voir comment la structure du contrat va être faite pour que Hudson se dise « OK, à la fin de l'année, tu sais, je vais être satisfait. » Il y a 2 stratagèmes fiscaux qui peuvent être employés. Le premier, pour moi, c'est le plus simple, le mieux. C'est de bourrer ça de bonus. Ouais. Donner 1 million de base, 8 millions de bonus, de 9 millions total. Contre 9 millions, ça amasse, mais lui, il paye 15% d'impôt sur son bonus. Un joueur américain a ce bénéfice-là de pouvoir payer 15% au lieu de 54%. Ça, c'est un hostie de gain. Parce que sur 9 millions, il reste à peu près 7 millions d'impôts. Ça, c'est un méchant beau gain. C'était pas 5.2 que dans le texte que j'ai lu. Là, 5.5 millions versus que s'il prend... si t'enlèves 15% de 8 millions, c'est moins 1.2 millions. Là, fait que c'est 6.8. Puis après ça, enlève 50% de 1 million, c'est 500. Fait que ça fait 7.3. Là. Vite de même, mes maths sont... C'est ce que je me dis aussi, mais dans le texte, c'était écrit 5.5. Fait qu'il gagnait 1,2 million versus le contrat de Jackson Lacombe. En Californie, mais oui. En ayant le même montant d'argent total, mais il gagnait 1,2 million de plus que Jackson Lacombe. Fait qu'au bout de 8 ans,
Ben, c'est au-dessus de 10 millions de plus. Ben oui. Là. Fait que c'est ça la différence. Écoute, pour moi, c'est ce qui fait du sens. Le deuxième, et c'est une stratégie que le Canadien aurait présentée au clan Hudson, qui est au niveau d'un Contrat différé? Non, pas. Ben, il y a le contrat différé qui est comme ce que Caroline a fait, mais il y a un programme fiscal au Canada qui est sur le retirement, là, j'oublie, c'est RCA, exactement. Ouais. Puis juste faire une parenthèse sur les contrats différés, là, depuis le 6 octobre 2025, qui fait que depuis hier, c'est pour ça que ça a sorti hier qu'ils ont parlé de ça, c'est que cette structure-là est devenue illégale. Okay. C'est plus possible de signer des contrats comme ça. Voilà, RCA, c'est le Retirement Compensation Arrangement. Ça permet à un joueur américain de reporter jusqu'à 49% de son salaire, donc de donner la moitié de ce 49%-là à l'Agence du revenu du Canada, puis l'autre moitié de le mettre dans une fiducie, avec investissement évidemment, et à sa retraite, l'Agence du revenu du Canada rembourse ce prêt-là dans l'État qu'il veut. Fait qu'il peut prendre sa retraite en Floride puis payer de l'impôt en Floride sur les 2,5-ish millions qu'il a donné par année. Mais c'est dans 20 ans. Puis ça, tu perds du pouvoir d'achat. Puis on le sait, dans la Ligue nationale, tu sais, t'es un jeune millionnaire. T'as le goût de flasher. Tu fais quasiment 10 millions par année. T'as pas le goût de te ramasser avec 2,5 net dans tes poches. Là. Ouais. Même si tu sais que tu vas être riche quand tu vas être vieux. Ouais. Fait que c'est comme un gros bénéfice long terme, mais tu as à peu près 2,5 millions net dans tes poches. Il semble avoir eu un peu d'émotion froissée dans les discussions. Ouais. Mais soyons pas surpris qu'ils s'entendent avant le match de demain. Là. Je veux dire, on est là. On est là. On est à la fin. On sait qu'on veut 8 ans, puis on sait qu'on veut 1 ou 9. C'est une question de détail rendu là, puis quand t'es rendu dans les détails, ben c'est ça, c'est du petit chit-chat là, entre l'agent puis Kent, puis ils vont arriver à trouver un terrain d'entente. C'est rendu là, moi je suis zéro stressé. Là. Non, ça se déroule pas nécessairement exactement comme on aurait voulu souhaiter, mais en même temps, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon deal, comme dans le cas de Jake Evans. Ouais. Ce que j'ai entendu dire, moi, c'est vraiment... C'est l'entourage de Hudson qui était pas chaud à l'idée des idées de contrat, là, d'argent différé. C'est pas Hudson directement. Écoute, Hudson, il a pas de l'air vraiment de se stresser sur ben d'affaires. Il a l'air d'aimer jouer au hockey. That's it, ouais. Il va peut-être cette année puis dire comme, gars, signe-moi à 9,25 millions puis avec le bonus, là, puis tant que je joue puis que je joue pour le Canadien, ils m'ont donné la chance d'être bon puis de... Yep. Fait que... Est-ce que... moi, j'ai un auditeur... Excuse-moi de t'interrompre, mais moi, j'ai un auditeur qui m'a écrit, qui m'a dit... Si Hudson signe 2 ans, t'es-tu content pareil? Puis c'est comme... Non. C'est 8 ans, big. Ils ont traîné McTavish dans la merde tout le camp d'entraînement pour le finir, pour le signer 6 ans. Si je suis pas capable d'avoir au minimum 6 ans de ta part, man, ça marche pas, là. C'est pas... non, je serais pas content. Même si RFA à la fin, je serais pas content. C'est là. On a l'organigramme. Le cap il est encore comme raisonnablement bas où tu peux... Parce que Chris, là, avec le contrat de Kaprizov pis tout, là, puis on va parler de McDavid après, mais... Man... Ça va commencer à débouler, là. Carl Connor va signer cet été, là. Jack Eichel. Kyle Connor, ça serait 13-14 millions. Tu sais, quand tu dis Carl Connor va devenir le deuxième meilleur payé de la Ligue nationale, puis il est très bon, mais c'est ça, là, ça va commencer à déferler. Ouais. Je veux le signer long terme maintenant, puis pas avoir à commencer à stresser, parce que on va stresser un petit peu, là, dans 2-3 ans, avec Demidov, puis avec Hage, puis ça. Maintenant, on va commencer à dire, ouf, on en a des gars payés, là. Ouais. Donc, justement, le contrat de McDavid, là, qui a été signé. Oui. 2 ans, 12,5. 5, exactement ce qu'il faisait. Ouais. 12,5 millions, donc il n'a pas augmenté son salaire, bizarrement. Non.
En fait, il a réduit son salaire en termes de pourcentage sur la masse. Techniquement, c'est comme si à son ancien contrat, il avait signé à 9,5. Ouais, c'est fou. Puis, avec Kaprizov qui a signé au montant que... Mettons, McDavid, il vaut... On va dire au moins 1 million de plus que Kaprizov, puis c'est probablement plus que ça, là. Ouais. Il laisse 5 millions sur la table par année. Sur 2 ans. 10 millions qu'il a donné aux Oilers, fait... Gérez-moi bien cet argent-là. On peut-tu donner 7 millions fois 7 à Jake Wallman? Je l'aime bien. Il est drôle, puis il fait des petites danses, on s'amuse. Gros, c'est un rabais de contrat historique, monumental. Ça va rester dans l'histoire pour toujours. Crosby à 8.7, c'est assez pas pire. Là. Ouais. Mais en termes... c'est juste... Mais c'est Crosby-esque. C'est Crosby-esque. Dans le sens où, regarde, je vais vous extendre exactement le même montant que j'ai. Il nous reste 3 ans pour gagner une Coupe Stanley ensemble, les amis. Dans 2 ans, vous êtes au courant que je vais m'en aller. Si j'ai pas eu ce que je veux. Ou sinon, dans 2 ans, je vais extendre puis je vais vous coûter 25 millions. Ouais, c'est ça. Vous allez me rembourser. Ça sera pas Kevin Labanque, là, qui laisse de l'argent sur la table et qui le récupérera jamais. Il va le récupérer, cet argent-là. Mais il passe pour un hostie de bon gars qui veut gagner pour son équipe, qui est prêt, qui est pas greedy. Ouais. C'est excellent. C'est un peu... vous vous souviendrez de Tom Brady dans le temps qu'il jouait pour les Patriots. Et à toutes les années, il restructurait son contrat à date limite des transactions. Donnait du cash à l'équipe. Fait que c'est comme... je veux vous donner la chance de gagner. C'est beau. Je vais faire moins que Léon. Faire moins que Léon. Ouais. Littéralement, ouais, moins que d'autres gars. Là. Je vais laisser sécher Léon aussi quand je vais coller mon camarade. Ben oui, parce que je vais y avoir lui avec. Je fais un cadeau là, en laissant de l'argent. En laissant de l'argent, il laisse Léon être le meilleur payé du club. Puis, il y a 3 ans de lui. Mais ils sont mieux de gagner parce que dans 3 ans, il est parti. Et personne ne pourra dire un hostie de mot. Exact. Ah, c'est dans tout. Il s'est acheté la paix pour le reste de sa carrière. Ouais. On en a parlé du contrat de McDavid v'là 1 mois à peu près où je disais il signera pas 12 millions. Il y a une pression de faire monter, mais qui donne cette pression-là à Kaprizov? Il a donné cette pression-là à Kaprizov. Il a signé à 12,5 millions, puis il a dicté les termes. C'est 2 ans. Et après ça, je décalisse. C'est vraiment... C'est masterful. Moi, j'adore ça. C'est vraiment très bien pensé. Parce que McDavid peut pas gérer sa carrière pour juste McDavid. Il doit gérer le monde du hockey au complet. Oui. Mais c'est ballsy de laisser autant d'argent sur la table. Ouais. Parce que ça fait passer certains autres gars pour des money hungry. Mais... dans la transition qu'on est encore une fois au niveau du cap salarial, il est dans une très bonne position pour faire ça. Parce que ça paraît bien, mais gros, c'est pour banker dans 2 ans. C'est ça. Encore il va avoir 30 ans dans 2 ans, il va pouvoir signer son contrat de 7 ans à 20 millions par année, puis là 24 millions par année. Il va pouvoir le banker, cet argent-là. Là. Rajoute, avec la progression du cap actuel, là, mettons, ça va être 30 millions de plus. C'est ça devrait être autour de 130 millions, mais qui signe son nouveau contrat. Fait que fait 20% de 130 millions, là. Parce que là, l'année prochaine, c'est 105. Après ça, c'est 114. Bon, ben, ok, 125 d'abord. Allons-y avec 125 millions. 125 fois 0.2, c'est 25 millions par année, comme j'ai dit tantôt. Il va signer à 25 millions par année dans 3 ans. Il va doubler. Fait qu'il va avoir banké cet argent-là. Là. Oui! Puis il n'y a personne qui va pouvoir dire un crise de mots sur « Hey, il est allé chercher cet argent-là. » Il va l'avoir mérité. Personne ne pourra rien dire s'il s'en va jouer à New York, ou à Toronto, ou à Montréal, ou à Chicago, wherever he fucking wants. Parce qu'il aura donné 12 ans de sa carrière avec les Oilers d'Edmonton. Il aura donné toutes les chances possibles à cette organisation-là. Ouais. Cette organisation-là a... Écoute, ils ont passé combien de coachs, combien de GM dans les premières années avec McDavid. Là, il y a un petit peu de stabilité. Ils ont re-signé le coach, lui aussi, pour 3 ans, Nobla. Fait que tout le timeline est parfait. Ouais. Ils doivent gagner une coupe.
Ça me fait penser, t'as-tu vu passer que John Cooper il a signé un contrat secret avec le Lightning? J'ai vu passer qu'il a re-signé cet été, mais qu'ils l'ont pas annoncé. Ouais. C'était juste un petit side. Ouais. Il doit probablement être l'homme le plus riche, probablement, des coachs. Ben oui. Peut-être mis à part Sullivan. Et Sullivan qui a signé quand même un contrat historique, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas annoncé. C'est peut-être une question de... Ils sont pas obligés de disclose les coachs. Fait que les joueurs, oui. Les coachs, non. En tant que membre des médias, c'est sûr que j'aimerais ça en discuter. Puis je pense que en tant que coach, lui aussi, il y a une genre de pression de faire avancer les autres coachs. Sauf qu'en même temps, il est pas obligé, puis c'est bien correct, mais je pense qu'il doit faire du beau cash John Cooper. On va finir ça avec les débuts NCAA de certains de nos joueurs. Oui. Par qui? On va commencer par celui qui a connu la plus grosse. On commence par la crème de la crème. Michael H. Bon, moi, j'avais besoin de 2 games de Michael H pour le mettre premier prospect du Canadien. Là. Puis c'est fait. C'est fait. 7 points, 2 games. Let's go. Mis à part ses mises au jeu, qui est une facette vraiment importante pour un centre, on s'entend. 73% sa première game, 54,5% sur sa deuxième game. C'est drôle ce que ça fait de l'entourer, ce gars-là. L'année passée, il n'y avait pas de club, là. Non, puis le pire, ce qui est drôle là-dedans, c'est que 4 de ses 5 passes, c'est sur début de Horkoff, qui est pas son line mate. Oh, wow. Fait qu'il s'est ramassé avec un petit peu sur le beaucoup sur le power play, puis il double shift. Ouais. Parce que c'est son body, c'est son chum Horkoff. Ok. Moi, je tiens juste à mettre un petit bémol là-dessus. L'université contre qui il jouait, c'est une université de 3000 personnes, 3000 étudiants. Leur club de hockey, il est vraiment pourri. Ok, mais il y a une... Ok, la première game, il fait 4 points, la deuxième game, il fait 3 points. Non, c'est 5 et 2. 5 et 2? 5 et 2. Puis c'est la première année qu'ils sont dans cette division-là? Non, c'est que les premiers matchs dans les sports universitaires américains, c'est souvent, ils peuvent jouer contre qui ils veulent, ils n'ont pas un standing à suivre. Fait que c'est un peu comme des matchs préparatoires sans light qui comptent pour la saison. En tout cas. C'est Snake qui expliquait ça. Là. Ouais. Dans le fond, les grosses équipes vont payer des petits programmes pour qu'ils viennent jouer, pour que eux autres, ça soit un match pratique. Fait que, mettons au football, il y a des équipes qui payent 4 millions des petites équipes pour qu'ils viennent se faire démolir. Là. Ok. Fait que peut-être au hockey, je sais pas si ça doit pas être ce même montant-là, Ouais. mais tu sais, comme c'est des semi-matchs préparatoires. Ah. Je comprends. Mais ça reste quand même 7 points. Ouais, ça reste 7 points en 2 games, puis Gavin McKinnon a juste 3 en 2. Puis il est moins 3. Ouais, c'est un câble. C'est Penn pourri. State aussi, ils choisissent leurs premiers opposants. C'est sûr. Ouais, j'imagine. Voilà. Michael Age, McKenna. Ouais. Non, mais McKenna, c'était le fun à voir. 2 passes sur sa première game en carrière NCAA. Puis, deuxième game, le but gagnant. C'est un beau one-timer. Vraiment, écoute, t'es un gars, ça va être une star. Je suis vraiment content qu'il ait été le NCAA route un peu. On a déjà parlé, un peu comme Austin Matthews, d'aller jouer contre de la meilleure compétition. Ça ne peut que l'aider dans le futur. Puis Michael H, tu sais, c'est pas juste ses points, c'est comment qu'il jouait. Tu sais, il était vraiment. J'ai regardé plusieurs séquences qui ont circulé sur Internet sans qu'il fasse de points. Puis c'était vraiment, il était dominant. Là, Il est rendu très très complet, Michael H. Il a pris un peu de croff, il a pris de l'aisance sur la glace. Là, j'ai hâte de le voir. Là. Deuxième joueur, LG Mooney. Oui. Le petit 5 et 7. Il a pris un boost. Écoute, il est vite sur la glace, ça n'a pas l'heure. Il est vite, il est intelligent. Il est intense. Pour un gars qui commence la NCAA sur une première ligne, il avait pas l'air déclassé, là. Loin de là. Puis c'est ça. C'est l'ancienne équipe de Logan Cooley. Puis je sais pas si t'as écouté Martin Thériault. Non, j'ai pas écouté.
Et il dit que lui et D'Amico, ils disent que LG Mooney, il joue comme Logan Cooley, qui sont cousins, by the way. Puis qui est plus physique. LG Mooney est plus physique que Logan Cooley. OK. Fait que ça sera peut-être, c'est ça qu'il dit, il sera peut-être pas une superstar comme Logan Cooley, mais il a les aptitudes, il est vraiment incroyable, puis il a une très bonne lecture de jeu. Là. Parlant de recrues qui commencent sur un premier trio, Zarovski. Oui. On n'aura pas les mêmes problèmes qu'on avait avec Demidov l'année passée. Son coach a l'air de vraiment vouloir donner. Ouais, il est comme. Tant qu'il travaille fort, il va avoir des minutes. Fait qu'il va jouer sur le powerplay, puis il va jouer. Je pense que dans le début de saison à Zarovski, il y a déjà plus de minutes jouées que Demidov la saison passée au complet. Sérieux, c'est le fun à voir. Une organisation qui donne du temps de jeu à son prospect parce qu'il est bon, puis il fait des points. Ouais. Mais je pense, si je me trompe pas, c'est pas une organisation qui est super riche. Exact. Fait que pour eux, c'est gagnant de faire jouer des jeunes parce qu'ils coûtent rien. Puis tu sais, c'est 4 points en 3 matchs, mais comme... tu sais, moi, j'ai pas vu ces matchs. Je suis pas capable de trouver... Ouais, sûrement, je suis capable de trouver ça. Oui, t'es capable. Mais le Snake, ce qu'il disait, c'est qu'il a regardé chaque séquence des matchs, autant de Michael H que Zarovski, puis... Zarovski l'a trouvé là, incroyable sur la glace. Là. Il est vraiment solide. Il ressemble à Demidov, esti. Gros, ses mains Ouais. sont incroyables. Oh, ouais, c'est vraiment mais genre incroyable. Ah, gros, il fait ce qu'il veut avec la puck tout le temps, peu importe qu'est-ce qu'il y a autour de lui. C'est que si ce gars-là, la puck se rend à lui, il se passe quelque chose. Puis le Snake a parlé de Michael H, puis il disait comme lui, c'est un deuxième centre dans un alignement gagnant de la Coupe Stanley. Boum! Par voiture. Si Michael H avait été un choix top 10, mettons, dans le draft, là, comme il serait bien plus sous les spotlights. Là. Il serait bien plus checké. Puis je pense qu'on va revisiter ce draft-là et Michael H va être un choix top 10 en redraft. Très possible, très possible. Oui. Puis pas négliger le fait qu'il avait manqué du temps cette année-là énormément. Ouais. Je pense qu'on a été très chanceux de l'avoir où on l'a eu. T'as un Cole Eiserman qui va très bien aussi, là, repêché juste avant, mais reste que je pense que le toolkit à Michael H... L'histoire d'être repêché par les Canadiens. Là, c'est 5 points en 2 matchs, hein, Cole Eiserman. Ouais. Fait que je pense que ça... J'avais une couple de prospects que je voulais name drop vite, là, les meilleurs prospects, dans le fond, rattachés à des clubs. T'as Michael H qui lead the way à 3.5 PPG. Mais t'as quand même Cole Baudouin qui est à 3 points par game. Là, donc 6 points en 2 games dans OHL. C'est sûr que la compétition n'est pas la même. T'as aussi Julius Miettinen qui est un prospect du Kraken. Qui lui a 11 points en 5 games dans WHL pour un 2.20. Ensuite de ça, t'as des gars à 1.5 par game. Là, t'as Jared Woolley qui est rattaché aux Kings qui joue dans OHL. 4 buts, 2 passes, 6 points en 4 games. T'as Luca Fisher rattaché aux Blues de Saint-Louis qui lui a 6 passes en 4 games. Simon-Pierre Brunet rattaché au... Ben, ça compte pas, là, c'est des points dans le queue. Là. Lui, c'est un autre que dans 2 semaines. Non, des Buffalo, Simon-Pierre Brunet. Okay. Mais comme je dis, ça compte pas. 7 passes dans le queue en 5 games, je suis capable de faire ça. Je suis assez confiant. T'as Riley Patterson rattaché aux Canucks qui a 7 points en 5 games. T'as Timur Cole qui est rattaché aux Hurricanes. Et Kevin Hay. Notre West Islander là, rattaché aux Jets de Winnipeg qui a 7 points en 5 premières games dans OHL. T'as Yegor Surin qui a 8 points en 7 games dans KHL. Oui, lui est monstrueux. C'est fort, là. Il tasse des gars, il est très fort, il est très bœuf, il tasse des gars là, comme si t'as rien n'était. Là. Il arrive, puis à une main, gros, il te le tasse. Mais dans même
dans la même direction, là, il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent dans la Ligue nationale. On dirait que c'est une nouvelle ère un peu, là, où est-ce que les gars, je pense qu'ils arrivent très très jeunes, performent aussi beaucoup. Puis cette année, là, avec le début de saison, c'est la première année depuis 2019 qu'il va y avoir 5 recrues issues du dernier repêchage qui commencent. Première fois depuis 2019. Ouais. Depuis 2019. Avec Matthew Schaefer, Michael Misa, Brady Martin, qui est le premier centre de Nashville pour leur ouverture. T'as Ben Kindle puis Braden Coots. Braden Coots qui est le 3e centre à Vancouver puis que ça a l'air qu'il a super bien fait. Ouais. By the way, Yeager Surin, c'est le gars repêché juste après Michael H. Oui. Puis update, il est rendu à 13 points en 13 matchs. 8 buts, 5 passes, 13 points en 13 matchs. Non, c'est monstrueux ça. Puis il joue avec quelle équipe? Yaroslav, le locomotive de Yaroslav. Ok. Puis je veux revenir aussi sur Zarovski. Je sais pas si vous avez vu les chandails avec lesquels il joue. Le genre de vert. Il y en a plein. Ah ouais? Ils sont toutes spéciales. Je Ok. sais pas si c'est un designer qui travaille pour le club, mais on dirait que les chandails changent à toutes les games. Puis ils ont tous un motif spécial, quelque chose de J'espère spécial. que c'est pas un homosexuel, c'est illégal en Russie. Hey, moi j'ai une petite question pour finir le pod. Tu penses que assez à peu près approximatif, là, combien de bâtons Brady Tkachuk qui passe par année? J'ai pas vu Brady Tkachuk, mais j'en ai vu un autre. Je vais dire 120. Je pense que c'est Kucherov j'ai vu passer. Puis c'était genre... C'est comme 300 bâtons. 328 bâtons, c'est 4 nouveaux bâtons par match Ça, Brady Tkachuk. c'est sans compter pratique. Si j'allais faire le calcul, là, c'est des bâtons à des bâtons 300-400 400 pièces, ouais. 400 pièces le bâton, c'est au-dessus de 115 000, 120 000. 140 000. 140 000, ouais. Ben, mettons à 400 pièces. Ouais, 400, ouais. Ouais. Calice. Par année, puis ça, c'est le club qui paye. On s'entend. Ben, ils sont sponsors, ces gars-là, là. Wow. Le club paye. Ça a été Ouais. confirmé par Ah un ouais? matin, je l'ai entendu à la radio. Le gars de True Hockey de Mascouche, là, justement, il est venu parler, puis c'est lui qui a dit ça. Le Brady Tkachuk, c'est 4 bâtons par match, puis l'équipe a paye. C'est pas des sponsors, l'équipe paye. Puis, Oh, wow. Je sais pas c'est quoi le trip, là. Je sais pas qu'est-ce que ça y amène, là, mais cool. puis il y a Sergei Bobrovski. C'est-tu Sergei Bobrovski? Je pense que c'est au-dessus de 40 mythes puis bloqueurs par année. Qu'est-ce que les gars, en plus, c'est long à breaker ton nouveau stock, là. Parce c'est... qu'ils aiment avoir l'effet neuf, puis l'effet neuf reste de 7 à 14 jours. Fait qu'au nombre de matchs, ben, ça dépend. Ah ouais. Ah, c'est des Je vais fois- vous faire un petit update sur les premières games. La première game a été gagnée par les Panthers. Ouais. 3-2. Frank Nazar a eu tout un match quand même avec 2 points. Tout son trio en fait a eu 2 points. Et les Penguins mènent 1-0 contre les Rangers avec un but de Justin Brazeau. On est en 3e période actuellement. C'est une petite bonne game qu'on manque. Ça... Puis c'est Arthur Shilovs qui est le gardien des Penguins, by the way. C'est fou ça. Ouais. Ouais. C'est fou ça. Quelle mauvaise gestion des Canucks. Fait qu'on espère que vous avez aimé, guys. C'est un long épisode. Ouais, faut très long. que j'édite ça. Moi, tabarnak, si je veux que ce soit live Ouais. demain. Fait que, écoute, si vous nous écoutez le 8 octobre, ben ce soir, c'est le premier match du Canadien, puis Ouais. on fait un live. Sinon, ben, c'est dans le passé, puis on espère que vous avez aimé le live. C'est bon. Ciao tout le monde.